Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un ou une passionnée de lecture. Cet après-midi, ce sera une dame, donc nous disons bonsoir à... Madame Briard-Colette, Valérie. Je suis mère de 3 enfants, grand-mère de 4 petits-enfants, retraitée de l'Éducation nationale, et j'ai écrit pour la première fois toute vie est une histoire sacrée. Sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci. Donc, comme d'habitude, nous allons voyager, explorer des contrées proches, des contrées lointaines, et puis nous allons faire très certainement des bonds dans le temps. Donc, de quoi vas-tu nous parler cet après-midi? Alors, je vais parler de mon livre que j'ai écrit, « Toute vie est une histoire sacrée ». J'ai toujours aimé la lecture depuis mon très jeune âge. Mes choix étaient très éclectiques, mais les romans qui m'intéressaient particulièrement étaient ceux qui relataient la vie des gens dans leur quotidien et leur combat pour surmonter avec plus ou moins de succès les obstacles qui se dressaient sur leur parcours de vie. J'ai commencé à écrire mes ressentis à mon arrivée aux États-Unis, mais au grand jamais je n'avais pensé que je ferais éditer un livre un jour. Je suis l'auteur de l'ouvrage que je présente aujourd'hui, dont le titre « Toute vie est une histoire sacrée » m'a été inspiré par un chant religieux que j'entendais à l'église et qui m'éprouvait jusqu'aux larmes. D'accord. Petite question, tu l'as rédigé vers quelle période? À la fin de l'année 2022. Et je l'ai écrit très très vite parce que je crois que tout était déjà dans ma tête. Ça a été comme une fulgurance. D'accord. Je peux commencer? Vas-y. Cet ouvrage se compose de 3 parties. La première, c'est l'histoire de ma vie, de mon enfance, de mon adolescence, de ma vie d'épouse, de mère et de femme. Cette narration m'a permis de prendre conscience des ressorts qui me faisaient agir et par conséquent de mieux me connaître. Dans une deuxième partie, je développe mes réflexions sur des thèmes comme l'éducation, la spiritualité, l'amour, entre autres. La troisième reproduit 2 textes que j'ai choisis parmi ceux écrits par mon père et que ma dernière sœur a sauvés d'un amas d'ordures qui était destiné à être brûlé. Et puis 3 autres pour les 100 ans de ma mère adoptive, pour l'anniversaire de mon cadet, et enfin sur la connaissance de soi que j'ai écrit au début des années 2000. Je suis née dans des conditions particulières que je laisse aux éventuels lecteurs le soin de découvrir. Et l'écriture de cet ouvrage est la connaissance d'une longue maturation. Beaucoup de gens pensent qu'il m'a fallu du courage pour l'écrire, mais il n'y en est rien. C'est le fruit d'une prise de conscience. Quand cette dernière se manifeste, c'est une fulgurance, une lumière qui jaillit. Et on ne peut pas la mettre sous le boisseau. Elle est si impérieuse qu'elle vous pousse à agir, en l'occurrence à écrire. Il fallait que je parle des effets néfastes des non-dits sur notre descendance. Je tiens quand même à apporter une précision. Je n'ai pas écrit pour m'apitoyer sur mon sort, ni par goût morbide d'étaler ma vie et de l'offrir en pâture à des gens pour s'en repaître. Il faut que cela soit bien clair. C'est une bouteille que je lance dans la mer, en espérant qu'elle finira par atteindre les vrais destinataires, c'est-à-dire mes enfants et petits-enfants. Je n'ai pas de souvenir précis de ma petite enfance, mais de toute évidence, j'ai dû comprendre confusément que je n'étais pas une petite fille comme les autres. J'avais 2 mamans, mais ma vraie mère qui devait venir me voir épisodiquement n'est guère présente dans les souvenirs plutôt flous que je garde de mes premières années à Ravenville, à part 2 ou 3 faits marquants. Je suis fille unique du côté maternel, mais j'ai grandi avec mes frères et sœurs du côté paternel. Petit à petit, les pièces du puzzle de ma vie se sont mises en place, car comme dans beaucoup de familles, c'était les non-dits qui prévalaient. Et vous êtes mis devant les faits accomplis. Vous devez vous débrouiller pour démêler les chevaux de votre histoire et vous en accommoder comme vous pouvez.
Quand mon père a déménagé de Ravny-Vilaine pour s'installer dans la maison qu'il venait de construire à Fonaillé, ma mère est venue habiter avec nous. Mais je ne sais pas exactement pour quelle raison. Peut-être parce que son père s'était remarié avec d'autres enfants et que la cohabitation était difficile. J'avoue que je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai grandi en ayant 2 mamans. Cette situation incongrue ne m'a pourtant pas interpellée, car je n'ai jamais été témoin de gestes déplacés entre mon père et ma mère, ni de disputes entre mes 2 mamans, si bien que j'ai accepté cette situation avec une certaine insouciance. Seuls les accès de colère de mon père que je trouvais injustes me révoltaient. Ma vraie mère, qui avait fini par tomber dans la dépression peu de temps après ma naissance, a passé le plus clair de son temps à l'hôpital psychiatrique. Et de ce fait, ma mère adoptive était plus présente dans ma vie, même si je n'ai jamais renié ma mère. Je me suis mariée à 22 ans. Je laissais le cocon familial pour la première fois pour voler de mes propres ailes. Je prenais mon envol pour les États-Unis où mon mari était installé pour créer ma propre famille. Je pensais être bien armée pour affronter la vie et faire mieux que mes parents. Mais au fil du temps qui passait, je me suis rendu compte que tout ce sur quoi j'avais basé ma vie n'était qu'illusion. Illusion sur celui qui allait devenir mon mari, puis illusion sur la famille dans laquelle j'ai grandi. Il m'a fallu du temps, beaucoup de temps, pour que les écailles qui m'aveuglaient finissent par tomber. Cet ouvrage, je me suis mise à nu, a pour but d'attirer l'attention des lecteurs sur les conséquences de choix qui ne sont pas motivés par la bienveillance. Les dégâts annexes sont incommensurables. J'ai cru avoir fait au mieux pour élever mes enfants dans de bonnes conditions. Ils ont été de bons élèves, ont fait de bonnes études supérieures, et je pensais avoir tout fait pour qu'ils soient des adultes épanouis et bien dans leur peau. Mon divorce, que je n'avais pas envisagé en me mariant, a tout désorganisé. A désorganisé tout ce que j'avais conceptualisé comme étant une vie de famille. Et il m'a fallu repenser mon mode de vie. Quand j'ai eu un travail stable, je n'habitais plus chez mes parents, mais j'ai continué à passer tout mon temps libre chez eux avec mes enfants. Leurs amis étaient les miens, nos sorties se passaient avec eux. Rester près de mes parents me rassurait et ils ne demandaient pas mieux. Mais je ne me rendais pas compte que j'imposais à mes enfants une vie qui me convenait à moi, mais je crois qu'ils auraient souhaité un autre environnement. J'ai manqué de lucidité et je suis consternée de constater mes nombreux manquements, dont le pire a été de n'avoir pas été assez perspicace pour interpréter les silences de mes enfants. Mais j'ai agi avec la conscience que j'avais à l'époque. Mes erreurs sont de toute évidence les conséquences de mon vécu et des perturbations qui en découlèrent. Je réalise aujourd'hui que si je m'étais tenue raisonnablement éloignée de ma famille, j'aurais certainement eu d'autres difficultés, mais au moins mes enfants et moi les aurons vécues ensemble, ce qui nous aurait peut-être rendus plus unis et plus solidaires. Élever 3 enfants seuls n'est pas une sinécure. Je me suis attelée à ma tâche avec détermination. Et baume au cœur, leur père m'a félicité pour leur éducation récemment. Mes enfants ne sont pas paresseux. Et je souhaiterais que les enfants de ma fille en prennent de la graine. Quand j'ai besoin de leur aide, ils répondent toujours présents. Mais je n'en abuse pas car ils ont leur vie propre. Ils font ce qu'il y a à faire, mais il n'y a pas de véritable lien entre nous. Chacun agit de son côté et s'intéresse peu à l'autre. On a l'impression qu'ils sont indifférents, imperméables à ce qui se passe autour d'eux. En fait, ils continuent à vivre comme ils l'ont toujours fait, car à la maison, les échanges étaient rares. Aujourd'hui, cette manière de fonctionner est devenue un mode de vie. On s'isole de plus en plus et l'utilisation excessive du téléphone portable et de la tablette aggrave la situation. On ne se parle presque plus. C'est une réalité que tout le monde constate et on l'accepte en disant que c'est la nouvelle génération. Cet état de choses est peut-être inéluctable, mais je ne me résous pas à être une simple spectatrice du délitement du lien social. C'est à l'aube de mes 60 ans que mes yeux se sont enfin dessillés et que j'ai décidé de partir à La Réunion, où j'ai pensé m'installer définitivement
car mes enfants étaient adultes et volaient de leurs propres ailes. Cette décision m'a été salutaire, car elle m'a permis de dénouer le lien délétère que j'entretenais avec mes parents, sans pour autant couper les ponts avec eux, et en même temps de me débarrasser petit à petit de ce sentiment de culpabilité que je portais en moi à mon insu. Culpabilité due à ma naissance, dont je n'étais pourtant pas responsable. J'ai dû revenir au pays 4 ans plus tard pour des raisons familiales. Et c'est à mon retour que j'ai pris conscience du décalage qui existait entre mes enfants et moi, et que mon absence a encore accentué. Mais je reste résolument optimiste. Un jour, les écailles tomberont de leurs yeux comme elles sont tombées des miens. Dans la famille, on me reproche d'être trop critique, car certaines de mes réflexions dérangent. Mais je n'ai pas l'habitude de passer sous silence ce que j'estime n'être pas correct, pour satisfaire les égos et amplifier les prétentions. Certains pensent que pardonner, c'est oublier. D'après le Larousse, pardonner, c'est ne pas tenir rigueur à quelqu'un pour une faute commise. À aucun moment on ne parle d'oubli, qui est une aberration de toute façon, pour toute personne sensée, car toutes nos expériences de vie s'inscrivent dans nos gènes et se transmettent de génération en génération. Certains choisissent d'ignorer les expériences négatives et d'être dans le déni, alors que ces dernières deviennent vite toxiques quand elles ne sont pas assumées. Il arrive même qu'un de nos descendants reproduise la même expérience et qu'il noue des relations avec une famille dans laquelle on retrouve la même histoire, comme pour nous donner une seconde chance d'en tirer la bonne leçon. On parle de plus en plus de transmission transgénérationnelle. Déjà Moïse dans l'Exode en parlait, je cite, « L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » On n'a rien inventé. J'ai eu à traverser beaucoup de difficultés dans ma vie, mais elles ne m'ont pas détruite, car j'ai su faire preuve de résilience. Ma première épreuve a été la confrontation avec mon père, à 18 ans, pour qui j'avais du respect pourtant. J'étais la seule à oser l'affronter, et il craignait mes réactions. Mais je suis devenue plus compréhensive et moins rebelle en grandissant. Ce qui m'a soutenue, ce sont les valeurs que j'ai glanées au sein de ma famille, car mon père parlait souvent de ses expériences de vie et nous faisait part de ses réflexions. J'étais très attentive à ce qu'il disait, et cela m'a été utile en quelque part. De plus, sans être une grenouille de bénitier, j'ai toujours eu une vie spirituelle, et je crois que cela m'a aidée aussi, même dans mes moments de doute. La femme que je suis aujourd'hui veut dire merci à la vie. Merci à tous ceux qui m'ont aidée de près ou de loin. Je veux aussi rendre hommage à mon père, à ma mère adoptive, et surtout à ma maman qui n'a pas su assurer son rôle de mère, qui est partie trop tôt, mais à qui je veux redonner une existence. Elle a vécu parmi nous une bonne partie de sa vie, mais personne ne parle d'elle, à part mon frère Tony qui un jour m'a dit qu'il se souvenait de sa souffrance, et sa sœur à mon retour de la Réunion. C'est comme si elle n'avait jamais existé, qu'elle était une quantité négligeable. Je n'ai pas de ressentiment contre quiconque, car si j'avais eu le même vécu que ceux que j'aurais la velléité de condamner, je n'aurais probablement pas fait mieux qu'eux. Mais je ne conçois pas que l'on attende de moi que je passe sous silence mon vécu au sein de la famille dans laquelle j'ai grandi. Les non-dits sont comme des cancers. Ils vous détruisent à petit feu. Que ceux qui peuvent comprendre comprennent. En revanche, je n'encouragerai jamais ceux qui veulent dénigrer ma famille gratuitement. Je n'ai jamais tenu rigueur à quelqu'un pour ses erreurs. Mais quand je me rends compte qu'elles sont nocives pour moi, je me tiens éloigné de cette personne sans la juger. Et puis on ne sait jamais à qui on a affaire, et on doit se montrer très prudent. Un jour, j'ai reçu la confidence surprenante d'un homme qui me révélait qu'il était incapable d'éprouver des émotions. C'était la première fois que j'entendais cela. Pour moi, ce n'était pas possible. Et je n'y ai plus pensé, jusqu'au jour où, des années plus tard, je tombe sur un article dans un magazine de psychologie qui relate le fait qu'il existe des personnes qui sont incapables d'empathie.
Ils mettent en place des stratégies pour simuler des émotions qu'ils ne ressentent pas. C'est dire qu'on ne sait jamais vraiment à qui on a affaire. Il y a aussi des gens dont le sens moral est déficient et qui sont incapables de reconnaître qu'ils ont mal agi. Ils rendent les autres responsables de leurs mauvaises actions sans aucun scrupule. Et que dire des personnes dont les actions dépassent l'entendement et par conséquent difficilement compréhensibles. Dans son livre « À l'origine de la violence », Gérard Haddad s'est penché sur les cas de violence dans les fratries relatés dans la Bible et pense que si la confrontation au père est une étape incontournable dans la construction d'un sujet, comme Freud le conçoit, en revanche, la fraternité ou la sororité est un apprentissage de la vie en société. Quand le frère ou la sœur ne se sent pas aimé autant que l'autre, cela suscite de la jalousie qui peut évoluer en haine. Dans l'Ancien Testament, la Bible foisonne l'histoire de haine dans les fratries. La première, c'est entre Caïn et Abel. Ensuite, entre Ismaël et Isaac, fils d'Abraham. Entre Jacob et son frère Ésaü, fils d'Isaac. Entre Joseph et ses frères, fils de Jacob. Entre Léa et Rachel, sœur et épouse de Jacob. Haine qui peut aboutir au meurtre dans le cas de Caïn. J'en déduis que les relations de les fratries ne sont pas simples. Et quand vous y introduisez un élément extérieur sans précaution préalable, bonjour les dégâts. Je reconnais les qualités de ma famille, mais cela ne m'empêche pas de voir leurs défauts. Aujourd'hui, je me protège de leurs actions et propos malveillants et sournois, mais je ne les mettrai pas au bord de la société pour autant, car ma famille n'est pas pire que les autres et elle a contribué largement à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. La critique doit être constructive. Critiquer dans le seul but de nuire, voilà ce qui est détestable. Quand on vous sort froidement des méchancetés, on est en droit de se poser des questions. J'en ai fait l'expérience de ma vie, mais j'ai aussi rencontré des gens formidables qui ont su m'apprécier à ma juste valeur. Pour conclure cette première partie, je dirais que ce que les gens sont réellement se reflète dans leurs actes et leur personnalité se dévoile à ceux qui savent voir au-delà des apparences. Nous aussi, nous avons la possibilité de nous voir agir si nous sommes attentifs à ce que nous faisons. Mais quand on a le nez dans le guidon, on est incapable de prendre du recul par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi, dans nos moments de tranquillité et de calme, il faudrait de temps en temps s'interroger sur ce qui motive nos actions. Cette interrogation serait très salutaire pour notre équilibre mental et nous rendrait plus humbles. Ça, c'est pour la première partie. D'accord. Alors, des petites questions par rapport à ce que tu as dit de façon plus générale. Donc, on a vraiment affaire à un ouvrage purement autobiographique. Il y a une partie autobiographique et une deuxième partie où je parle de mes réflexions sur la société. Je vais passer à cette deuxième partie. Il y a une petite chose que tu as dite. Bon, tu as dit pas mal de choses, mais une qui m'a interpellé quand tu as parlé de la fraternité, de la sororité, qui sont un apprentissage. Ouais. Donc, ce qui est juste dans le sens où entre guillemets, le simple fait d'avoir des liens de sang entre deux personnes, c'est pas suffisant. Ça peut peut-être constituer une base, mais comme tu as dit, c'est un apprentissage. Donc, il y a un travail à faire, peut-être dès l'enfance et puis tout au long de la vie, quel que soit l'âge. Oui, je pense. C'est-à-dire que, quand je n'avais pas lu ce livre, je ne m'étais pas rendu compte qu'entre les frères et sœurs, il y avait il peut y avoir des tensions. Et puis, je suis revenue sur ma propre famille, parce que mon grand-père, il avait deux frères, dont un est mort à la guerre. Il avait deux frères. Ils habitaient à peine à 500 mètres l'un de l'autre. Ils se détestaient. Et même entre ma mère et sa sœur, je crois qu'il y avait des tensions que je n'ai pas vues non plus. Et je vois entre ma sœur et ma demi-sœur, je l'appelle ma sœur parce qu'on a été élevés ensemble, il y avait des tensions que je ne réalisais pas. Je n'ai pas pris conscience de ces tensions-là. C'est en grandissant c'est adulte que j'ai remarqué qu'il y avait des tensions. Donc finalement, on ne se rend pas compte que les relations entre les frères et sœurs ne sont pas toujours très, très claires, très nettes. Il y a des jalousies qui naissent et c'est vrai que
quand elle m'a sorti, elle avait plus de 60 ans, elle me dit, tu es là, je suis là, et on s'adresse à toi, on ne s'adresse pas à moi. Mais moi, je ne sais pas, je me rappelle que j'avais oublié dans les brancards, parce que je l'avais constaté moi aussi. Et quand mon frère m'a dit qu'on s'adresse à moi plus souvent parce que je suis plus débrouillarde et que je suis plus enfin, je réussis mieux quand on m'adresse à moi, j'ai dit, bon d'accord, ben, j'ai accepté ça. Mais je ne pensais pas qu'elle en prenait ombrage. Et ça, c'est un... Bon, on ne peut pas revenir sur le passé. Moi, je regrette de ne m'être pas rendu compte de ça. Voilà. Bon, la chose qu'on pourrait tirer en tout cas déjà d'une partie de l'histoire, dans le sens où, bon, forcément, on ne peut pas tout voir, tout savoir, chaque personne a un ressenti différent. Pour un même événement, on assiste à un même événement, ben, les impressions sont différentes. Il y a peut-être un détail qui va plus toucher une personne l'autre, tandis que peut-être pour une autre, bon, à peine s'il a fait attention. Ça ne veut pas dire en soi que c'était pas important, mais par rapport au caractère, à la personnalité de la personne, ben, il y a des choses pour lesquelles on pourrait être plus sensible, peut-être à ce moment-là, parce que peut-être on est plus vulnérable, peut-être par rapport à un certain nombre de circonstances personnelles. Et puis, donc, après, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout voir. Voilà. Après, ensuite, ce qui est intéressant, bon, comme tu as dit, le passé est passé. Voilà. Bon, eh bien, il y a le présent. Ben, on peut se demander maintenant, avec la compréhension que j'ai aujourd'hui, ben, comment je peux corriger le tir si c'est possible, ou comment je peux continuer à avancer. Et bon, bien sûr, dans un autre registre, bon, j'ai eu 40 ans en décembre dernier, Oui. et je me suis dit, bah, tiens, c'est dommage, j'aurais aimé avoir compris ça à 20 ans. Certaines choses. Je me dis, ah, ben, c'est dommage, si j'avais compris ça quand j'avais 20 ans, 25 ans, j'aurais fait les choses de cette façon. Voilà. Mais on ne peut pas revenir. On ne peut pas. Donc là, maintenant, je me dis, OK, maintenant, avec la compréhension des choses que j'ai, je travaille de 40 à 60, hein, si il me sera permis d'atteindre les 60, et voilà, faire de son mieux. C'est vrai, de toute manière, ça ne sert à rien de s'appesantir sur le passé. Le passé est passé. Mais je pense que le passé doit nous permettre de comprendre l'avenir. Et c'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas jeter d'un revers de main ce qui s'est passé. Bien sûr. Moi, je suis en train de... Parce que je suis une personne optimiste. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est pour... comme je dis, ce n'est pas pour m'apitoyer sur mon sort. C'est pour mes enfants. C'est une bouteille que je lance à la mer. Et j'espère que cette bouteille-là va atteindre le rivage pour que mes enfants le retrouvent. Est-ce qu'on peut considérer d'une certaine façon ce livre, cet ouvrage que tu as fait, comme une sorte de testament que tu léguerais à tes enfants, ta postérité, et que leurs enfants aussi pourront découvrir? Oui, et je l'ai écrit parce que bon, j'aurais pu ne pas l'éditer, mais je n'ai pas de lien avec mes enfants. J'ai écrit ce livre, par exemple, je n'ai eu aucun retour. Donc j'attends que quand je présente ce livre-là, qu'il y aura quelqu'un qui va peut-être alerter mes enfants pour leur dire, mais il y a un problème. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est pour moi une bouteille que j'ai lancée à la mer. Ce n'est pas pour, par esprit par goût du morbide d'étaler ma vie, c'est pas ce but-là. C'est pas ce but-là. Non, c'est pour que mes enfants un peu réfléchissent un peu, parce que je sens que mes enfants ne sont pas heureux. Ils vivent, mais ils ne sont pas des enfants heureux. Ils ne sont pas des enfants accomplis, je dirais. C'est pour eux, pour mes petits-enfants aussi. D'accord. Voilà. Alors, dans une deuxième partie, je parle des problèmes de société. Alors, je dis, mon ouvrage n'est pas seulement une biographie, même si cette dernière y occupe une place très importante. C'est aussi une réflexion sur notre société, et cette partie mérite que l'on s'arrête un peu dessus. Mon histoire singulière n'est pas si extraordinaire, car elle n'est pas circonscrite à ma famille ni à mon île. On la trouve aussi ailleurs.
Elle m'a permis de grandir spirituellement et de m'interroger sur le monde dans lequel je vis. Je ne vais pas m'étendre sur chaque thème que j'ai développé, mais je vais m'attarder sur la place de plus en plus importante qu'occupe la psychologie dans nos sociétés occidentales. Il ne s'agit pas de nier sa légitimité, car elle est fondamentale pour le vivre ensemble, mais sa banalisation m'interpelle. Quel que soit le problème rencontré, on vous conseillera à coup sûr « Hey, pourquoi tu ne vas pas voir un psychologue ?» Pourtant, en 2000, lors de mon dernier passage aux États-Unis, j'ai suivi un débat télévisé où il était question de l'impact de la psychologie sur la société américaine. Je n'ai pas tout retenu, mais les participants disaient en gros qu'elle a modifié les rapports entre parents et enfants et en corollaire les rapports entre les citoyens et l'autorité, et que les conséquences n'étaient pas toujours positives. Si je me réfère au dictionnaire, il y a 2 définitions de la psychologie. La première, c'est l'étude scientifique des phénomènes de l'esprit. Elle vise la connaissance des activités mentales et des comportements en fonction des conditions de l'environnement. La deuxième, c'est la connaissance spontanée des sentiments d'autrui. Une aptitude à comprendre et à prévoir le comportement d'autrui. En d'autres termes, c'est un savoir empirique qui n'est pas sanctionné par un diplôme. Cette dernière définition a le défaut de n'être pas scientifique et elle n'est pas tellement privilégiée. On préfère se fier à des professionnels et on oublie que la psychologie n'est pas une science exacte comme la physique ou la chimie par exemple. Il me revient une anecdote qui s'est passée dans l'école maternelle où j'ai travaillé quand j'étais aux États-Unis. Dans la section de moyens, il y avait un petit garçon qui, dès que la porte d'entrée était ouverte, en profitait pour s'enfuir. Or, l'école était à l'angle de 2 rues. Très vite, quand on s'en apercevait, on laissait ce qu'on faisait et on partait à sa poursuite avant qu'il ne se fasse renverser par une voiture. Cela s'est produit 2 fois. Et depuis, on faisait attention à ne plus laisser la porte ouverte. Et puis un jour, comme cela se faisait par bout de temps, il a été décidé qu'on amènerait les classes dans un parc. Nous nous sommes installés sur une petite éminence, très loin de la rue, et voilà que notre petit garnement se met à courir en direction de la rue. Instinctivement, nous nous apprêtions à courir pour le rattraper, mais la directrice nous a intimé l'ordre de ne pas bouger. Je n'étais pas rassurée, mais c'était une femme qui avait de l'autorité et personne n'a bougé. Pourquoi avions-nous toutes obtempéré alors que notre responsabilité aurait été engagée autant que celle de la directrice si l'enfant avait atteint la route? Cela pose le problème de l'obéissance face à l'autorité, mais c'est un autre sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. L'enfant a continué à courir et de temps en temps, il se retournait pour voir si on le poursuivait. Et puis, à ma grande surprise, à mi-chemin, il s'est arrêté, s'est assis par terre et a fondu en larmes. Sa maîtresse l'a rejoint et ramené dans le groupe, mais on ne lui a pas fait de remontrance. Et bizarrement, il n'y a pas eu de réunion avec la psychologue de l'école comme cela se faisait. Depuis cet incident, jamais plus l'enfant n'a cherché à s'enfuir. Dans son cursus, la directrice avait étudié la psychologie, comme tout le monde. Mais elle avait une manière très personnelle d'apprécier les situations et je pense qu'elle faisait plus confiance à ses propres observations et intuitions. L'erreur serait d'ériger cet exemple en méthode, car chaque cas est unique. Personne ne ressemble à un autre. Mon intime conviction, c'est que cette dame a pu entrer en connexion avec le divin en elle et elle a eu la bonne réaction. C'est ce que nous appelons l'intuition. Cela ne s'apprend pas dans les livres autorisés dans nos écoles. Seuls les livres sacrés tentent de nous le faire comprendre. Mais leur langage ésotérique est obscur pour le commun des mortels. Il n'est pas accessible à tout le monde et chacun interprète comme il l'entend, d'où les nombreuses sectes et religions. Un psy est un être humain qui travaille avec un autre être humain, chacun ayant son propre vécu. Je me demande où est l'objectivité dans leur déduction. Il y a d'ailleurs des auteurs comme Michael Boll-Jacobsen, qui est un Français né en 1951, philosophe et professeur de littérature comparée à l'Université de l'État de Washington à Seattle, qui a beaucoup écrit sur la psychanalyse. 2 titres ont retenu mon attention. Le livre noir de la psychanalyse, où l'auteur écrit, je cite, « La psychanalyse n'existe pas.
C'est une nébuleuse sans consistance, une cible en perpétuel mouvement. Ça en dit long. Le deuxième, La fabrique des folies, avec un sous-titre de la psychanalyse au psychopharmakéting. Un autre auteur, Jacques van Grielaer, belge né en 1944, psychologue et psychothérapeute, professeur de psychologie à Bruxelles, qui a écrit entre autres Les désillusions de la psychanalyse. Un ouvrage choc qui apporte un éclairage étonnant sur les dessous de la psychanalyse. Je n'ai lu aucun de ces auteurs à mon grand dam parce que je n'ai pas encore pu me procurer ces livres, mais j'espère qu'un jour je les lirai. Après la physique nucléaire qui a bouleversé le monde, est née au début du XXe siècle la physique quantique, une théorie qui permet de décrire le comportement de la matière à l'échelle atomique et de comprendre la nature du rayonnement électromagnétique. Cette nouvelle théorie inventée par le physicien allemand Max Planck va certainement modifier nos manières de penser le monde à long terme, car les philosophes s'en sont emparés pour tenter de modéliser la relation corps-esprit. Toutes nos certitudes actuelles seront remises en question, et les générations suivantes ne penseront certainement plus comme nous. Je ne peux m'empêcher de penser à Socrate qui a dit « Je sais que je ne sais rien », pensée qui a été reprise par Montaigne. Le premier savoir est celui de mon ignorance. C'est le début de l'intelligence. Le texte de Jean Gabin, je sais, est plus que je crois que tout le monde connaît, et je sais que je ne sers plus rien. Voilà. Toutefois, il faut reconnaître que la psychologie et la psychanalyse ont des aspects positifs. Ils ont permis une autre approche de la maladie mentale, car les malades ne sont plus enchaînés ou enfermés dans des camisoles de force. Ils jouissent d'une relative liberté, mais globalement, la société ne va pas mieux. C'est pourquoi je me demande pourquoi on accorde tant de crédit à la psychologie. Mais tout est affaire de croyance. Pour conclure cette deuxième partie, j'ajouterai que dans les sociétés autochtones, gagner en âge était considéré comme un signe de sagesse et les avis des personnes âgées étaient respectés. Dans le monde occidental, c'est l'inverse. Vieillir est un signe de décadence et rester jeune est devenu une valeur culte. Personne ne veut paraître vieux quand on a les moyens. On accorde peu de crédit à l'expérience des anciens. C'est le savoir l'ivresse, sanctionné par des diplômes, qui fait office d'expérience. Les jeunes estiment que les personnes âgées sont dépassées car elles sont réticentes à s'adapter à un monde qui bouscule leurs habitudes et change à la vitesse grand V, et par conséquent leur accorde peu de confiance. Le rôle de conseiller est battu en brèche, ce que je trouve très dommageable. Merci pour la deuxième partie. C'est une réflexion très intéressante sur les relations jeunes, moins jeunes, Voilà. perception. Effectivement, dans certaines régions du monde, la parole de l'ancien est très écoutée, très respectée, vraiment, c'est comme si c'était un livre. Mais oui. C'est un livre vivant. Et puis, bon, mais bien sûr, il y a toujours des nuances partout à apporter. Et bon, c'est vrai que le côté où tu dis que, bon, pour certains jeunes, comme le monde évolue et comme peut-être les moins jeunes n'ont pas pris le train de la technologie, Voilà. des outils numériques comme eux, donc ils se disent, il ne comprend rien, il ne sait pas, il est dépassé. Et, si je veux savoir, au lieu d'aller interroger une personne plus expérimentée, je vais prendre mon outil et puis je vais regarder, tiens, peut-être Google, Facebook, on m'apprendre plus de choses. Oui, et puis je crois qu'on fait un petit peu trop attention au diplôme. Parce qu'on est diplômé, on s'imagine qu'on connaît tout. On ne connaît rien. On connaît un certain nombre de choses, mais il faut tenir compte. D'ailleurs, c'est pourquoi la différence entre la France, je ne sais pas si et aux États-Unis, je ne sais pas si vous connaissez, quand vous faites des études aux États-Unis, quand vous allez travailler, ce n'est pas le diplôme qui compte. Le diplôme, c'est un atout, mais on va vous demander qu'est-ce que vous savez faire d'autre, quelle est votre expérience de vie. Et c'est d'après votre expérience de vie qu'on va vous embaucher, pas par rapport à votre diplôme. Et j'ai le souvenir de mon fils qui a fait un stage au Canada, c'est pareil. Qui a fait un stage au Canada dans son cursus.
Et il y avait une jeune femme, je pense qu'elle était de France, qui téléphonait pour avoir un poste dans l'entreprise où il faisait son stage. Et elle disait, je suis sortie major de ma promotion. Et le directeur étudie, mais encore, madame. Mais je vous dis que je suis major de ma promotion. Mais encore, mais elle ne comprenait pas. Elle était sortie major de sa promotion, donc le poste lui revenait. Et le monsieur lui a dit, merci beaucoup, madame, très poliment, et on ne l'a jamais rappelé. En France, ce ne serait pas pareil. En France, ce n'est pas pareil. Et aux États-Unis non plus, le diplôme, oui, mais autre chose. Il faut autre chose. Il faut ton expérience de vie. Il faut montrer tes qualités personnelles. Quand tu parles d'expérience de vie, tu ne fais pas force, puisque c'est souvent dans la société française ce qu'on met en évidence. Par exemple, quand il y a des personnes, bon, j'allais dire des jeunes, mais bon, pas forcément des jeunes, mais bon, ça peut être des jeunes qui postulent pour un emploi, ils mettent en avant que l'employeur demande, par exemple, ils sortent de l'école et ils disent, bon, on demande, ou bien ils viennent d'avoir leur formation, on demande peut-être 3 à 5 années d'expérience. Et pour eux, ils perçoivent ça comme un frein. Oui. Donc, ils se disent, mais je n'ai pas encore d'expérience puisque je viens de me former. Alors, est-ce que c'est l'expérience, tu vois, l'expérience forcément dans une boîte similaire ou bien une expérience par rapport à des leçons? Oui, par rapport à des leçons de vie. Par exemple, les étudiants américains sont très... on leur demande, par exemple, de s'inscrire dans une... comment on appelle ça, mon Dieu? Dans une association, par exemple. C'est-à-dire, c'est ça qu'on demande, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez appris de la vie, en fait. D'accord. Pas simplement par rapport à au métier que vous voulez exercer. D'accord. Et je pense que c'est ça qui montre que le panel, ce sont ses compétences, en fait. Voilà. Et je trouve qu'en France, on est trop attaché au diplôme. Trop attaché au diplôme. Je pense que c'est peut-être le fait d'avoir vécu aux États-Unis qui m'a sensibilisé à ça. Mais je n'ai jamais, comme je dis à mes enfants, je vous ai permis d'avoir les diplômes. Moi, c'est une clé que je vous ai donnée. Mais c'est pas ça la vie. Et quand je parle comme ça, on me regarde un peu avec des yeux bizarres. Mais moi, je n'estime pas parce que mes enfants ont des diplômes qui sont, je sais pas moi, qui sont des papes. Non, je ne considère pas ça. Moi, ce sont des clés pour moi que je leur ai données. Voilà. Bon. Avant de terminer, je peux te continuer? Merci. Avant de terminer, je voudrais partager avec les téléspectateurs quelques réflexions nées de mes souvenirs et lectures récentes et que je livre pêle-mêle. Les idées novatrices prennent du temps pour transformer nos habitudes, nos manières de penser et d'agir. Je me souviens de ce spot publicitaire qui passait à la télévision à mon arrivée aux États-Unis en 1965. Il passait plusieurs fois par jour et représentait un Amérindien en costume traditionnel qui pleurait sur ce qui était devenu son pays depuis la venue des colons européens. Il pointait du doigt la mer, qui n'était plus bleue, mais marron. Cet homme portait un message sur l'action néfaste des hommes sur l'environnement. Mais l'attitude des Américains n'a pas changé d'un iota pour autant. Plus de 50 ans plus tard, tout le monde maintenant s'émeut devant les conséquences de l'action des hommes sur la nature et le réchauffement climatique qui s'ensuit. Aurait-on pu stopper, tout au moins freiner l'action destructrice des hommes? Je me pose la question. J'ai lu récemment une nouvelle de Toni Morrison que j'ai tenu à vous montrer, une romancière noire américaine qui s'intitule Récitatif, dont je conseille la lecture. Elle démontre comment nos pensées sont influencées par notre éducation, notre vécu et notre environnement. Une jeune autrice britannique, Zadie Smith, commente cette nouvelle en postface. C'est l'histoire de 2 fillettes pauvres confiées à l'assistante publique, à la couleur de peau distincte. Mais qui est noire, qui est blanche? Toni Morrison ne le dit pas. Pourtant, quand j'en ai terminé la lecture, j'avais inconsciemment attribué à chacune une couleur de peau. Toni Morrison qualifie cette nouvelle d'expérience, et l'objet de l'expérience est le lecteur lui-même, qui assimile sans s'en rendre compte les divers clichés exposés dans la nouvelle pour se faire une opinion. Les fesses rebondies, une mère qui danse toute la nuit, une fille qui sentait bizarre, etc. Quand nous ne sommes pas vigilants, nous fonctionnons malheureusement de la même manière. Le cerveau est paresseux, il n'est pas en alerte tout le temps. C'est un avertissement pour tous ceux qui portent un jugement hâtif sur les autres.
Le missel de janvier que j'utilise est dédié au pape Benoît XVI. Celui-ci, dans son discours à la Curie en décembre 2011, citait un philosophe allemand contemporain, Joseph Piepe, qui disait que l'homme ne peut s'accepter lui-même que s'il est accepté de quelqu'un d'autre. C'est seulement à partir du tu que le je peut exister. Celui qui n'est pas aimé ne peut pas s'aimer non plus. Je vais terminer en disant: je voudrais que mes 3 enfants sachent que s'ils ont été ma raison de vivre, je n'ai jamais cherché à m'imposer dans leur vie d'adulte, car je crois que l'amour se manifeste surtout par le respect de l'autre. Mais je reste une mère, et quand je réalise qu'il y a des agissements que je pense inadéquats, j'ai le devoir de les alerter. Libre à eux de faire ce que bon leur semble. Ma fille dit qu'elle est adulte. Que signifie ce mot pour elle? Rejeter systématiquement tout ce qui a contribué à l'édification de la personne qu'elle est aujourd'hui, sans discernement, c'est de la déraison. Cette remarque est valable aussi pour ses frères. Elle est maman de 2 adolescents. J'espère qu'elle comprendra qu'avec la meilleure volonté du monde, la tâche d'une mère n'est pas facile, même quand le père est présent. Pour conclure, je dirais que cet ouvrage a été pour moi l'occasion de sortir de ma zone de confort, comme me l'exhorte souvent un de mes neveux. Une occasion aussi de dévoiler qui je suis vraiment. Je le dédie à mes enfants et petits-enfants, dans l'espoir qu'ils seront libérés du poids d'un passé que j'ai pu leur transmettre malgré moi, sans mentionner celui hérité du côté paternel. J'aimerais qu'ils me comprennent et m'acceptent avec mes forces et mes faiblesses, mes angoisses et anxiétés, afin qu'ils deviennent des adultes accomplis. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Sur les paroles de fin, ça m'a fait penser une fois à un entretien que Barack Obama avait eu. À l'époque, il était président des États-Unis. Bon, je ne me rappelle pas si c'était le premier ou le second mandat. Et on lui demandait quelle était la chose la plus difficile pour lui dans ses fonctions. Et beaucoup de personnes s'attendaient à ce qu'il réponde les conflits extérieurs, relations internationales ou bien des crises avec le Congrès. Il a dit que parmi toutes ces fonctions, la tâche la plus difficile, c'est d'élever ses 2 filles. Voilà. Et donc les journalistes avaient pensé que peut-être il n'avait pas compris la question, mais il avait très bien compris la question. Il disait, parmi tout ce qu'il a à faire, la tâche la plus difficile, c'est d'élever ses 2 enfants. Et je te rejoins dans le sens où je pense que les parents, ils font de leur mieux, avec la connaissance qu'ils ont, avec la compréhension qu'ils ont, avec la personnalité, leur sensibilité. Ils font de leur mieux. Peut-être que certaines choses peuvent être interprétées pas comme elles devraient, ou bien le message n'est pas passé comme il aurait pu, il aurait dû. Mais bon, on espère qu'un jour, ceux qui vont suivre vont comprendre, vont dire, on a fait de son mieux. Et voilà, et puis prenons le bon qu'on a pu tirer et puis continuons sur la lancée. Moi, je crois que de toute manière, la vie, c'est un apprentissage. Il faut le prendre comme ça. Il faut pas. Moi, c'est pourquoi je dis, bon, je suis un philosophe, je ne vais pas m'apesantir sur mon. Il y a des gens qui me regardent, mais dis, mon Dieu, tu as souffert. J'ai dit, mais non, c'est pas pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est pas pour s'apitoyer sur mon sort. Mon sort, moi, je me trouve bien comme je suis. Je ne vais pas m'asseoir et pleurer tout le temps, non. Je veux que cette expérience que j'ai eue, ça sert à quelqu'un d'autre. Je te remercie. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Alors, c'est « Toute vie est une histoire sacrée ». Toute vie est une histoire sacrée, écrit par la dame qui nous parle, Valérie Briard. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci. C'était très instructif. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir passé ce temps avec nous. Et si vous aussi vous voulez venir sur le plateau, nous parler d'un livre qui vous tient à cœur, il suffit de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.